question de cette épreuve, c'était 5 paramètres physiologiques qui influencent la pression intracrânienne. Donc voilà ce que nous proposons comme réponse, comme corrigé. Donc la capnie, une dysnatrémie, une hyper ou une hyponatrémie, la pression artérielle moyenne, la pression veineuse centrale et la température. Alors juste un petit point de méthodologie. Vous voyez là, on nous demande 5 paramètres physiologiques, donc faut en citer que 5. Si vous en citez plus, ça sera pas pénalisé par le correcteur. Par contre, ça risque d'énerver le correcteur, qui fera moins d'efforts pour aller chercher les points dans d'autres questions. Donc faites l'effort. Si on vous demande de citer 5 paramètres physiologiques, faites l'effort de mettre 5 items, 5 petits traits sur votre copie. Comme ça, on voit bien que vous avez respecté les consignes. Par contre, vous pouvez tricher un petit peu. Vous voyez ici, à la fois l'hyper et l'hyponatrémie influencent en fait sur la pression intracrânienne. Et vous voyez là, on a triché modérément en mettant dysnatrémie, qui est une grande catégorie, en citant hyper et hyponatrémie. Ça peut pas vous être reproché de dire que la dysnatrémie, c'est un paramètre physiologique. La natrémie, c'est un paramètre. Que ça monte ou ça descende, c'est le même paramètre. Juste pour rappel, c'est hyper important parce que la courbe de Langfit qui montre l'évolution de la pression intracrânienne en fonction du volume intracrânien, et ben, tous ces paramètres jouent sur les différents compartiments intracrâniens. Et quand on augmente un tout petit peu le volume d'un compartiment et qu'on est sur la partie de la courbe de Langfit où il y a une augmentation exponentielle de la pression pour chaque variation de volume, ben, ça peut avoir des grosses conséquences sur la pression intracrânienne. Pour rappel, il y a 3 compartiments en fait. Enfin, la boîte crânienne peut être schématisé par 3 compartiments intracrâniens, le compartiment des vaisseaux, le compartiment du parenchyme cérébral et le LCR et l'ensemble du système ventriculaire. La variation de la capnie et de la PAM entraîne une variation de volume des vaisseaux, et donc ça va retentir sur la pique. La variation de la natrémie va entraîner une modification de d'osmolarité et du shift osmotique, et donc une modification du parenchyme cérébral. La pression veineuse centrale va entraîner une diminution du drainage jugulaire, et donc du coup, quand on draine moins les jugulaires, ça va entraîner également une accumulation d'œdème cérébral, donc une augmentation du volume du parenchyme. Le seul paramètre qui peut être un peu discutable, c'est la température, parce qu'il n'y a pas d'effet directement, là, quand je vous ai parlé de 3 compartiments, mais l'hypothermie, c'est quand même un des traitements de seconde ligne de l'hypertension intracrânienne. Donc, nous pensons que c'était le paramètre qui était attendu ici, dans les 5 paramètres physiologiques qui influençaient la pression intracrânienne. La troisième question, les médicaments utiles dans la gestion de la prééclampsie sévère. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est à ne pas tomber dans le piège de ne parler que des antihypertenseurs. Donc, bien sûr, ça c'est un item qui est essentiel, hein, c'est le contrôle de la tension artérielle. Les classes thérapeutiques donc les plus utilisées, c'est d'abord le labétolol en première intention, ensuite la nicardipine ou le rapidil, mais toujours en association avec le labétolol. Toujours se rappeler qu'en cas de prééclampsie sévère, c'est une indication à faire un traitement IV initialement. Et ensuite, vous pouvez parler du relais Perros par labétolol, nicardipine, nifedipine ou afaméthyldopa. Le deuxième point très important, bien sûr, c'est la prévention de l'éclampsie, qui se fait grâce au sulfate de magnésium, IV. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point très important du traitement médicamenteux. Et le troisième point, c'est penser à la maturation pulmonaire, hein, la corticothérapie qui est essentielle avant 34 semaines plus 6, de façon à faire en sorte que le nouveau-né ait moins de complications pulmonaires lors de la naissance et du déclenchement éventuel. Donc voilà, faites surtout très attention à ne pas rentrer dans un tunnel et à ne penser que à la mère ou à la pression artérielle. Ayez une vision un peu globale de tous les médicaments qui sont nécessaires dans cette indication. Dernier point, on avait ajouté, n'hésitez pas, là, dans la question vous dit pas exactement qu'est-ce que vous devez faire avec ces médicaments-là, mais quand les normes thérapeutiques sont très très claires, comme sur une maladie comme la préclampsie, le choc septique, par exemple, n'oubliez pas de citer vos objectifs thérapeutiques. C'est pas certain que ça soit coté dans la question. Néanmoins, c'est très facile de les marquer et ça pourrait être coté. Donc, n'hésitez pas à les marquer. Question 5. Quels sont les objectifs hémodynamiques de la prise en charge initiale du choc septique?
Alors, c'est assez simple entre guillemets. Évidemment, la pression artérielle moyenne. Alors là, j'ai marqué pas. Moi, on a été un petit peu feignant. Mais sur votre copie, il faut bien expliciter tous les acronymes que vous utilisez. Donc là, il faudrait vraiment marquer pression artérielle moyenne. Si vous mettez que PAM, potentiellement, ça peut être le correcteur. Si vous l'avez énervé à la question 1 parce que on vous a demandé 5 items et que vous en avez mis 10, potentiellement PAM, il peut très bien dire PAM, je sais pas ce que ça veut dire et ne pas vous donner les points. Donc pression artérielle moyenne supérieure à 65. Et alors ça, c'est pas vraiment dans la surveillance sepsis campaign, mais quand même, dans les recommandations françaises, on dit que quand la diastole est inférieure à 40, faut introduire de la noradrénaline dès le début de la prise en charge du choc septique. Donc je sais pas si ça serait coté, mais je pense qu'il est de bon ton de dire que la pression artérielle diastolique doit être supérieure à 40 mm de mercure également. La diurèse doit être supérieure à 0,5 ml/kg et les lactates doivent être inférieurs à 2 millimoles par litre. On pourrait également rajouter, sur les objectifs de la prise en charge du choc septique, le fait que le temps de recoloration cutanée, on devrait cibler un temps inférieur à 3 secondes. Pourquoi? Parce qu'en 2019, il y a une étude qui a été publiée dans Lancet qui comparait la réanimation, je vous la mets là, la réanimation du choc septique guidée sur le lactate ou la réanimation du choc septique guidée sur la normalisation du temps de recoloration cutanée. Et il se trouvait que les patients dans le groupe temps de recoloration cutanée, donc qui était noté periphéral perfusion, avaient une amélioration quasiment, vous voyez, un P inférieur à 0, un P à 0,06, avait presque significatif une réduction de la mortalité à J28 par rapport à une réanimation guidée sur le lactate. Donc, c'est pas encore complètement dans la recommandation, le fait de guider la réanimation sur le temps de recoloration cutanée, mais je pense que sur une question comme ça pourrait valoir des points. Il faudrait aussi parler de l'optimisation du débit et de l'index cardiaque par épreuve de remplissage successive, donc du remplissage titré, quel que soit votre monitorage de débit, que ce soit l'échographie cardiaque, le PICO, la thermolyse pulmonaire, enfin ce que vous voulez. Et je pense qu'on pourrait également parler d'avoir des objectifs de PAM un peu plus élevés, plus de 80 mm de mercure chez le patient hypertendu. Pourquoi? Ça, c'est notamment, en plus, c'est une étude française, c'est l'étude Sepsis PAM qui a été publiée en 2014, dans lequel les patients en choc septique avaient été randomisés dans un groupe tension artérielle haute, ici, ou tension artérielle basse. Donc en gros, c'était 65 mm de mercure versus 80 mm de mercure pendant les 5 premiers jours post-sepsis. Et dans cette étude, elle était négative pour le critère de jugement principal, c'est-à-dire que les niveaux de tension artérielle élevés n'étaient pas associés à un meilleur pronostic des patients. Par contre, chez les patients hypertendus de base, on notait un moindre recours à l'épuration extra-rénale dans le groupe PAM supérieur à 80 mm de mercure. Donc ça fait penser que les patients hypertendus ont un décalage vers la droite du pression d'autorégulation de la pression artérielle. Et donc, ces patients-là pourraient bénéficier d'une PAM un peu plus élevée. Et donc ça, c'est assez couramment fait dans les réanimations françaises. Il y a quelques paramètres, je pense qu'ils ne seraient pas retenus dans cette correction. La SVO2, alors vous savez, la SVO2 dans le choc septique, pendant tout un moment, c'est ce qu'on appelle l'early goal directed therapy. On visait une SVO2 supérieure à 75%, en mettant de la dobutamine assez précocement, en fait. Euh, les études sur le GDT positif, donc c'est une étude de Reverse au début des années 2000, on n'a pas réussi à reproduire ces résultats dans des études multicentriques du milieu des années 2010. Donc je suis pas sûr que la SVO2 soit un paramètre retenu. La PVC, pareil, ça permet pas de prédire la réponse au remplissage. Donc, je ne sais pas trop si cette réponse serait retenue dans cette réponse. Et le PCO2 gap également, ça ne fait pas partie des recommandations de la surveillance sepsis campaign. Il y a des gens qui en parlent, il y a des topos dessus, il y a des articles dessus. Néanmoins, je ne pense pas que ça serait retenu dans cette réponse. Alors, quels sont les principes de la prise en charge initiale du choc anaphylactique? Alors, pour ce type de question, il y a deux choses. Déjà, c'est une question qui est très narrative dans le sens où on vous met vraiment en situation et on vous demande mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait lorsque ça arrive au bloc opératoire. Donc, c'est toujours une très bonne chose pour pas oublier des choses, des points, de se visualiser la situation quand vous l'avez vécu ou quand vous avez vécu une situation similaire ou proche. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des fiches SPAR, en l'occurrence, sur le choc anaphylactique. Bon, il y a une mise à jour très récente et globalement, ces fiches-là, il faut vraiment les connaître par cœur de façon à ce que ce type de questions, ça coule vraiment de source. Donc la réponse, la première chose, c'est d'appeler à l'aide.
l'appel à l'aide dans une situation d'urgence, c'est un mot-clé qui est très très fréquemment retrouvé sur l'examen, parce que ça prouve votre capacité à comprendre que dans une situation, il faut travailler en coopération. Coopération avec le chirurgien, donc ça veut dire qu'il faut demander au chirurgien d'arrêter la chirurgie et l'informer de la situation. Là, dans l'anaphylaxie, le retrait de l'allergène, si possible, globalement, vous pouvez aussi préciser que vous arrêtez de perfuser tous les médicaments, changer globalement les tubulures, les perfs. Bien sûr, le monitorage, mettre la FiO2 à 100%. Ensuite, là, on est dans la colonne tout à droite de la fiche de SPHAR. Et la dose, le traitement, c'est vraiment l'adrénaline. Alors, il faut vraiment bien avoir en tête que l'adrénaline, elle n'a pas que pour but le rétablissement de l'hémodynamique dans le traitement du choc anaphylactique et de l'anaphylaxie. Elle a un rôle physiologique à jouer, puisqu'elle va casser la cascade immunitaire dans le choc septique, enfin dans le choc anaphylactique, excuse-moi. Donc c'est vraiment un traitement à la fois symptomatique et étiologique. Donc c'est essentiel de le mettre en premier, l'adrénaline. Chez l'adulte, donc 1 mg, ça c'est la dose, c'est assez simple à retenir parce que dans le dernier grade, en grade 4, c'est 1, vous divisez par 10 en grade 3 et vous divisez par 10 en grade 2 et vous avez la dose. Ça, c'est un petit moyen technique. Ensuite, si échec, vous pouvez évoquer effectivement de mettre de l'adrénaline IVSE. Pensez bien au remplissage. C'est quelque chose qu'on oublie quand on met les catéchos, mais le remplissage, c'est une grosse part du traitement. Le chirurgien vous lui a dit d'arrêter. Pensez toujours en chronologie. Pensez pas à l'immédiat. Quand vous avez un événement grave, pensez à ce que vous allez faire après. En l'occurrence, il va falloir soit faire de l'SSPI prolongé, soit l'orienter vers un milieu de soins intensifs. Dans les autres choses qu'on n'a pas évoquées ici, il faudra évoquer le fait de mettre des bêta-2 mimétiques en cas du bricanil, en cas de bronchospasme. Les bêta-2, le salbutamol, il peut être fait IV s'il y a un échec et qu'il y a une persistance du bronchospasme. Vous avez aussi les dosages qu'il va falloir évoquer. Alors ça a changé, donc c'est important de le noter. Avant, on disait de faire les dosages immédiatement et les dosages à 2 heures, mais ça a changé. Alors pourquoi? En fait, les dosages immédiats, c'était de façon, on les demandait de façon à avoir l'état de base du patient. Mais en fait, ça sert un peu à rien de faire ça parce on peut l'avoir ça à 24 heures quand il n'y a plus de symptômes. Donc l'idée c'est aujourd'hui de faire l'histamine à 15 minutes parce que ça augmente plus rapidement que la tryptase, de prélever les tryptases plus ou moins les IgE, mais vous les mettrez entre 30 minutes et 2 heures, et de refaire la tryptase à 24 heures. Ça c'est les trucs les plus importants pour le diagnostic. Et ensuite dans les autres traitements, les corticoïdes, c'est surtout pour éviter l'effet rebond, donc c'est pas essentiel dans la prise en charge. Les antihistaminiques, vous pouvez les évoquer. Et la dernière chose qui est importante, c'est penser encore une fois à l'après. Déjà, informer le patient qu'il a fait un choc anaphylactique, lui donner un document à présenter lors d'une anesthésie ultérieure de façon à éviter que ça se reproduise. Ça, c'est vraiment essentiel. Et bien sûr, la consultation avec l'aérologue. Donc ça, c'est, comme vous disiez Arnaud, le choc anaphylactique, enfin l'anaphylaxie périopératoire, en fait, a fait l'objet de recommandations de la SFAR en 2025, sorti il y a quelques mois. Si on en croit les stratégies habituelles enfin, en tout cas, si on regarde les examens passés qui ont été faits et les recommandations de la SFAR, la probabilité que ça tombe dans les 2 ans à l'examen des EVC, je dirais de 100%. Oui, c'est énorme. Voilà, ça va tomber soit cette année, soit l'année prochaine, l'anaphylaxie. Donc, il faut connaître, c'est des grosses, grosses recommandations. Nous, on a fait l'effort de les lire et puis on fera au sein de notre formation, là, au courant juillet, on va faire un topo dessus parce que ça nous semble un sujet majeur. En tout cas, ça, vous pouvez pas faire l'impasse dessus. C'est sûr que ça va tomber. Il faut connaître par cœur ces recommandations. Question 9. Alors, une question assez difficile de physiopharmacologie. Quels sont les déterminants du rapport fraction inspirée sur fraction alvéolaire des agents halogénés?
Vraiment, c'est pas une question super simple. Ce qu'il faut comprendre, le rapport fraction inspirée sur fraction halogénée des agents halogénés, en fait, c'est un sujet important parce que c'est comme ça qu'on endort les patients quand on les endort avec des gaz et c'est comme ça qu'on maintient l'anesthésie. Le rapport F grand A sur F grand I, en fait, ça dépend de ce qui sort et de ce qui rentre dans l'alvéole, plus exactement de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc, ce qui rentre en général, c'est un agent halogéné avec un débit de gaz frais et en fait une pression de vaporisateur. Donc, c'est comment est-ce que vous ouvrez la cuve d'agent halogéné. Et ce qui sort de l'alvéole, il faut faire attention parce que le bilan au niveau de l'alvéole, ce qui sort de l'alvéole, c'est ce qui sort dans le sang en fait, ce qui passe de l'alvéole au sang. Et ce qui se passe de l'alvéole dans le sang, ça dépend du coefficient, ce qu'on appelle coefficient de partage entre l'alvéole et le sang. Donc en gros, la quantité de gaz qui va être soluble dans le sang. Ça va dépendre de la liposolubilité du gaz considéré dans l'organisme, parce que ça dépend en fait, plus le gaz est soluble rapidement dans l'organisme, plus il va y avoir de captation alvéolaire, parce que ce qui passe dans l'alvéole au sang passe ensuite du sang au tissu, et donc ça va faire de la place pour du gaz neuf, entre guillemets. Ça va dépendre également du débit cardiaque, et ça va dépendre de la différence alvéolo-veineuse. En plus, donc ça, c'est les réponses classiques du gaz. Et on voit que, par exemple, là, vous avez le N2O, desflurane, sévoflurane, isoflurane, allotane. Plus le gaz est soluble, en fait, plus le rapport fraction alvéolaire sur fraction inhalée augmente vite et va se stabiliser à un niveau qui est élevé. Et plus le gaz-là sera efficace. Rapidement efficace, entre guillemets. Vous savez, le desflurane est beaucoup plus efficace, est plus efficace beaucoup plus rapidement que l'allotane. C'est une des raisons pour laquelle maintenant on utilise du desflurane et du sévoflurane et beaucoup moins, et plus du tout d'allotane, en plus de la toxicité hépatique cardiaque de l'allotane. Donc finalement, le rapport FI sur FA, ça dépend de la fraction inspirée, qui est proportionnelle au débit de gaz frais, qui est proportionnelle à la ventilation alvéolaire. Ça dépend de la capture alvéolaire, qui dépend du coefficient de partage sans gaz, du débit cardiaque, de la différence alvéolo-veineuse, qui dépend elle-même de la solubilité du gaz dans les différents compartiments de l'organisme. Enfin, ça, c'est pas des réponses classiques, mais en vrai, bah, quand on regarde les courbes, ça dépend aussi. Ça dépend du délai depuis le début de l'administration du gaz. On le voit ici, hein. Là, vous avez l'évolution de la concentration du rapport FA sur FI du desflurane, par exemple. Et là, vous avez le temps d'administration du gaz. Bon, bah, évidemment, le rapport, en fait, il change avec le temps, parce que ça va s'équilibrer au fur et à mesure du temps, les différents passages que vous inhalez et ce qui passe dans le sang. Donc, le bilan entrée-sortie au niveau de l'alvéole, bah, il dépend forcément du temps d'administration. C'est un peu le contexte, c'est un peu le principe de demi-vie contextuelle d'un médicament. Ça dépend du temps. Et le dernier truc dont ça dépend de ce qu'on appelle l'effet deuxième gaz. L'effet deuxième gaz, c'est le fait que, alors on en parle beaucoup en fait avec le protoxyde d'azote, le N2O, il diffuse tellement vite de l'alvéole vers le sang qu'en fait, il va entraîner une augmentation relative de la fraction de gaz dans l'alvéole. C'est-à-dire que, imaginez, vous inspirez vous inspirez ici, hop, vous inspirez ici un mélange de gaz avec du N2O, du sévoflurane et de l'oxygène. Au niveau de l'alvéole, bah, l'oxygène va passer un petit peu dans le sang, le gaz halogéné va passer un petit peu dans le sang, et le N2O va passer très très vite dans le sang. Si le N2O passe très très vite dans le sang, bah, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'alvéole, ça va augmenter la fraction respective de l'oxygène et de l'halogéné de manière relative, puisque le N2O va quitter l'alvéole. Et donc le rapport FA sur FI d'un gaz dépend de cet effet deuxième gaz. C'est très important de connaître la fraction alvéolaire et que l'halogéné ait une bonne concentration alvéolaire parce que c'est globalement, quand on connaît le modèle tricompartimental, extrêmement proportionnel à la concentration intracérébrale, ce qui nous intéresse en l'occurrence. Euh, alors, citer les moyens de la gestion et de la prévention d'hypotension artérielle sous rachianesthésie. Mais ça, encore une fois, c'est une question qui a fait l'objet de recommandations en 2024. Il y a quelques petites choses qui ont changé et qui encore une fois, ça, c'est pas tombé. C'est pas tombé en 2000. C'est pas tombé sur l'examen de 2024, donc il y a de fortes chances que ça tombe. Donc les moyens de prévention, il y a les moyens liés à la rachianesthésie, parce que là, on vous précise pas que c'est une rachianesthésie dans le domaine de la grossesse.
Donc le fait de la titrer, le fait de faire une rachianesthésie latéralisée, c'est très important du coup de mesurer la pression artérielle systolique, donc de contrôler et de la contrôler fréquemment. Et ensuite, il est recommandé potentiellement d'utiliser un vasoconstricteur prophylactique à dose diluée. Quand on parle de ça, on parle bien entendu principalement de la bébinoradrée. Ça, ce serait la chose à ne surtout pas oublier dans ce contexte, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé. Dans les recommandations, ils disent que il faut mieux éviter, dans le cas hors obstétrical, la néosynéphrine par rapport à la noradrénaline. Donc on peut citer la néosynéphrine, la phényléphrine, en disant qu'on préfère la noradrénaline pour maintenir le débit. Car vous le savez ou vous le savez pas, la néosynéphrine étant en alpha pur, elle va augmenter la post-charge du ventricule gauche et aura une tendance à ne pas augmenter le débit cardiaque, voire même le diminuer. Et il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, ça n'augmente pas le débit sanguin dans les organes nobles. Donc, on ne remplit pas vraiment l'objectif avec la néosynéphrine. La mode actuelle, c'est plutôt d'utiliser la noradrénaline diluée. Il faut bien sûr penser au co-remplissage par cristalloïde. Alors, on parle plus trop de pré-remplissage, c'est plus trop quelque chose qu'on fait. Euh, donc ça, c'est dans le cas général. Bien sûr, il faudra penser au contexte obstétrical et le préciser dans la réponse. Euh, lorsque vous avez une hypotension, vous pouvez toujours administrer des bolus. Donc la néosynéphrine en bolus, vous pouvez faire des bolus de 5 à 100 microgrammes. Et noradré, c'est pareil, vous pouvez faire des bolus de 5 à 10 microgrammes. C'est tout à fait possible. L'expansion volémique, du coup, c'est pas un co-remplissage, c'est l'expansion volémique en cas d'hypotension. L'éphédrine, il faudrait la citer si vous êtes en milieu hors grossesse. En contexte de grossesse, les nouvelles recommandations, effectivement, recommandent de plutôt éviter l'éphédrine en raison, bien sûr, de l'hyperlactatémie du nouveau-né, qui est maintenant très bien documentée par le passage de la barrière hémato-utérine, qui est très rapide pour l'éphédrine et qui va avoir un effet très important sur le fœtus. Euh, bon, c'est un peu un serpent de mer de l'anesthésie parce qu'on sait absolument pas ce que ça fait d'avoir un petit peu plus de lactate au moment de la naissance, mais dans le doute, on préfère éviter l'éphédrine. Et bien sûr, ne pas faire de Trendelenburg. Ça peut être intéressant de préciser ce que vous ne faites pas. Et ici, c'est intéressant de le préciser parce que ça provoquerait une extension céphalique du bloc. Donc ça, ce serait une pensée à le préciser. La question numéro 13, une question très classique hein, pour le coup, qui a été posée plusieurs fois ou sous différentes formes, mais pas forcément sous différentes formes au cours des années. Quels sont les réglages du ventilateur pour une ventilation protectrice? Alors quand on a corrigé cette question, ça nous a fait un peu rire parce qu'il y a une petite difficulté dans cette question, c'est que le correcteur, il n'a pas jugé utile de dire que c'était la ventilation protectrice au bloc opératoire ou en réanimation. Il y a quand même quelques petites différences. Donc, grosso modo, il faut faire de la ventilation en volume contrôlé. Il faut parler évidemment du volume courant en poids idéal théorique. Donc, 6 à 8 ml kg de poids idéal théorique, plutôt 6 ml kg sur du drap de réanimation. Entre 6 et 8 au bloc, c'est complètement toléré. Il faut ventiler avec une pression expiratoire positive pour éviter les atélectasies. Et là, c'est pareil. Hein. Si on est sur un SDRA en réanimation, c'est pas forcément les mêmes objectifs de PEP que juste au bloc opératoire sur un patient qui va bien. Il faut cibler des pressions de plateau basses, inférieures à 28 à 30 cm d'eau. Il faut idéalement que la driving pressure soit inférieure à 15 cm d'eau. Je vous rappelle que la driving pressure, ça fait l'objet d'autres questions au cours du concours. C'est la soustraction entre la pression de plateau et la PEP totale. Il faut que la FIE2 soit réglée selon la saturation pulsée en oxygène avec une cible entre 94 et 98%. Il y a beaucoup d'études, alors c'est un peu compliqué, mais et on parle beaucoup, il y a eu quelques essais sur les 4 dernières années sur la toxicité de l'oxygène. Donc, en fait, il ne faut pas viser une SAT à 100% ni une PaO2 à 150. Hein. Probablement des PaO2, des saturations autour de 95% avec des PaO2 on descend jusqu'à 60 ou 55 mm de mercure dans l'essai de réanimation avec pas beaucoup plus, voire même pas du tout plus de comorbidité. La fréquence respiratoire, elle doit être réglée au maximum entre 32 et 35 cycles par minute. En fait, pas ça au bloc opératoire, évidemment. Mais là, comme c'est la ventilation protectrice de manière générale, on est obligé un peu de tout traiter.
Si on est dans un cas de SDRA, je vous rappelle que l'acidose hypercapnique peut être tolérée. C'est plus délétère de ventiler à 35-40 par minute. 40 par minute, faut pas faire. Il y a plus d'expiration possible. Les patients font de l'hyperinflation dynamique. Donc ça, c'est pas bon. Il vaut mieux tolérer une acidose hypercapnique jusqu'à 7,20 pH. Il n'y a aucun problème sur l'homéostasie. Donc ça dure pas des jours et des jours. Et les manœuvres de recrutement alvéolaire, alors c'est là où il y a le plus de problèmes, hein, parce que la ventilation protectrice sur poumon sain au bloc opératoire, bien sûr, les manœuvres de recrutement alvéolaire font partie du package pour diminuer les complications respiratoires post-opératoires en chirurgie digestive ou intrathoracique majeure. Par contre, sur le SDRA de réanimation, c'est beaucoup moins clair. Il y a des essais, enfin, c'est des bundles qui ont été utilisés, hein, mais avec en tout cas, PEP haute plus manœuvre de recrutement alvéolaire, ça fait plutôt moins bien que des PEP classiques et pas de manœuvre de recrutement alvéolaire. Donc, on ne sait pas quelle est l'imputabilité des manœuvres de recrutement alvéolaire quand c'est du SDRA de réanimation. Néanmoins, c'est possiblement bénéfique quand c'est ce qu'on appelle du SDRA lésionnel diffus. Quand c'est du SDRA lobaire, c'est quasiment sûr que les manœuvres de recrutement alvéolaire entraînent une surdistension du poumon sain sans arriver à recruter du poumon pathologique. Donc il faut probablement pas le faire. Alors, quels sont les 5 risques, énumérer 5 risques de transfusion de produits sanguins labiles? Encore une fois, une petite question où il y a bien sûr bien plus que 5 risques de transfusion de produits sanguins labiles, d'autant plus qu'il précise produits sanguins labiles et pas euh, le fait que ce soit des culoglobulaires, donc ça élargit encore plus. Dans ce type de questions, je vais rajouter ma petite pierre à l'édifice. Quand vous choisissez du coup 5 risques parmi d'autres que vous connaissez, il y a deux méthodes. Vous choisissez les plus fréquents et les plus graves. Et si vous faites ça, vous êtes, dans la majorité des cas, vous tomberez sur les mots-clés qu'on attend de vous. Deuxième petite astuce de méthodologie, quand on vous en demande 5, pour montrer que vous n'êtes pas trop en train d'essayer de carotter, sur votre copie de réponse, soit vous mettez 5 points, soit vous écrivez carrément 1, 2, 3, 4, 5, pour montrer que vous essayez pas d'en mettre plus. Même si vous en mettez deux très proches dans la question 1, bon, au moins le correcteur, il vous accordera les points sur les autres, même s'il trouve que vous avez exagéré en mettant 3 dans le même item. Bref, dans les risques à énumérer, la réaction hémolytique aiguë par incompatibilité, c'est évident, c'est le risque majeur, c'est très rare, mais c'est très grave. Et comme c'est très grave, il faut le dire. La surcharge volumique, là, c'est à la fois fréquent et un peu grave. C'est très important de le noter. Le trali, c'est un grand classique. C'est un des plus fréquents et une des réactions immunologiques les plus fréquentes. Et c'est potentiellement très grave. L'infection bactérienne ou virale, euh, là, on est dans un, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très peu fréquent, mais qui est extrêmement grave, surtout sur le plan, comment dire, je dirais pas psychologique, mais au niveau de l'implication du médecin, parce que on a vraiment transmis une maladie à quelqu'un qui en avait pas, et la gravité, elle est vraiment dans le fait qu'on soit extrêmement délétère pour quelque chose d'évitable, quoi. Donc, faut vraiment le préciser. D'autant plus qu'il y a un certain traumatisme dans le contexte du sang contaminé en France. Donc ça, c'est vraiment essentiel de l'évoquer. Et en dernier, bah, quelque chose qui est pas grave, mais pour le coup extrêmement fréquent, donc difficile de passer à côté, la réaction fébrile non hémolytique. Alors dans la correction, du coup, on vous a mis un peu la liste. Donc pour les réactions immunologiques, bah, en fait, il y en a plus que celles qu'on a citées, hein. Il y a la réaction fébrile non hémolytique, les accidents allergiques, les réactions tardives transfusionnelles, les risques d'alloimmunisation. Bon, ils sont quand même beaucoup moins graves et beaucoup moins fréquents. Les risques infectieux, bah, là on a décidé de regrouper parce que c'est quand même un grand item, bactéries, virales, ça paraît pas délirant. Pour le risque de surcharge, bah, il y a aussi le risque de surcharge martiale, mais on l'évoque pas parce que c'est plutôt un risque lors des transfusions chroniques pour les patients qui ont des anémies chroniques. Le risque métabolique, il faut penser à l'hypocalcémie, ça pensez-y bien quand vous traitez une question sur un remplissage massif en cas de choc hémorragique.
c'est extrêmement fréquent et ça pose des problèmes de d'hémostase. Et le risque spécifique aux plaquettes, qui sont le défaut de rendement et l'alloimmunisation aux plaquettes. Les risques aussi pour les PFC, qui sont la dyslexie sur déficit en IGA, mais encore une fois, je pense que pour le PSL, ils pensaient Hmm. principalement au culot globulaire. N'oubliez pas un truc, hein, les gens qui font l'examen, donc c'est des professeurs, ils ont des services à gérer et tout, on leur demande des questions pour après-demain parce que c'est un examen. En vrai, ils vont pas forcément réfléchir aux questions de manière très poussée, et donc il faut, quand vous lisez une question comme ça, de même que quand il y avait la ventilation protectrice avant, il faut essayer de comprendre ce que l'examinateur voulait, quoi. Donc là, les produits sanguins labiles, bah oui, probablement, il ne voulait pas 5 risques sur la transfusion des plaquettes. Il voulait principalement des risques sur la transfusion de globules rouges. Si vous en mettez un sur la transfusion de plaquettes, on ne pourra pas vous en vouloir, mais vous risquerez pas de prendre beaucoup de points. Donc, essayez de cibler ce qui est le plus probable. Et d'ailleurs, pour un petit aparté, le plus probable, ça veut dire n'essayez pas d'être le plus malin. Ça sert à rien d'être plus intelligent que le correcteur. Et ça, c'est vraiment une règle de base de cet examen. Si vous êtes ultra brillant et que vous savez qu'effectivement il a 10 produits sanguins labiles et que il y a Ouais. l'alloimmunisation aux plaquettes, vous avez été plus intelligent que le correcteur, mais vous n'avez pas de points. Et l'objectif, c'est d'avoir les points et de réussir l'examen. Donc il faut vraiment, si vous connaissez très bien un sujet, essayez de faire toujours le plus fréquent et le plus grave et de simplifier dans votre tête la réponse grave. C'est toujours, en général, votre première impression qui compte sur un examen comme ça. Et au bout d'un moment, là, vous allez réfléchir, vous allez assez vite avoir 3 risques, 4 risques. Et puis après, vous allez vraiment réfléchir, vous allez avoir 5, 6, 7. Bah là, vous prenez le premier, cinquième risque auquel vous avez pensé. Si vous avez un doute, vraiment, si vous avez oublié incompatibilité ABO qu'il faut le mettre dans votre liste. Mais sinon, c'est les 5 premiers auxquels vous avez pensé, c'est probablement les 5 bons. Si vous commencez à les tirer à droite, à gauche, là, vous allez mettre des choses qui sont potentiellement justes, mais qui ne seront pas dans la grille de correction. Quelles sont les contre-indications à la ventilation non invasive? Donc là, heureusement, ils ne nous ont pas mis quelles sont les 3 contre-indications à la ventilation non invasive, parce qu'on aurait été embêté, parce qu'il y en a un peu plus que ça. Bon, bah, évidemment, il y a l'arrêt circulatoire, qu'on peut regrouper en fait dans les états de choc ou dans les déférences multiviscérales. Ça, c'est des indications claires à être intubé pour mettre l'organisme au repos et protéger les voies aériennes. Il y a l'épuisement ou la faillite ventilatoire sous VNI, par exemple. Donc là, c'est une indication, enfin, c'est une indication à ne pas continuer la VNI. Il y a les troubles neurologiques. Attention, parce que dans les recommandations françaises et même dans les recommandations probablement européennes et internationales, le coma hypercapnique, c'est une excellente indication de la VNI pour réveiller les gens. Donc, c'est pas tous les troubles neurologiques, tous les comas Glasgow inférieur à 8 n'ont pas besoin d'être intubés. C'est souvent un, comment ça s'appelle, un raccourci qu'on fait, qui est un mauvais raccourci. Je vous rappelle que le score de Glasgow, c'est un truc qui a été inventé pour le polytro et le traumatisme neurologique. Donc, si vous avez un polytraumatisé qui est Glasgow inférieur à 8, il faut l'intuber, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous avez une hypoglycémie qui a un Glasgow inférieur à 8, il faut la resucrer, il ne faut pas l'intuber. Donc, le trouble neurologique, c'est une indication à l'intubation quand c'est sur le Glasgow, quand c'est du polytro. Tous les autres comas, vous avez le droit de réfléchir pour vous dire est-ce qu'il n'y a pas une stratégie thérapeutique qui peut réveiller le patient de manière plus efficace qu'un tube dans la bouche. Les troubles de déglutition, c'est une contre-indication à la ventilation non invasive. La pneumonie hypoxémiante, parce que ça, c'est un risque de retarder l'intubation et d'intuber en catastrophe plus tard. Il y a sur la pneumonie hypoxémiante, il y a un gros débat là qui fait rage depuis quelques années, hein, déjà sur les méthodes d'oxygénation, pas qui sont nouvelles, mais vous connaissez très probablement hein, ce qu'on appelle l'optiflow, l'oxygénothérapie à haut débit nasal. Il y a des débats et pas mal d'études pour savoir si le patient est nosocomial, pas nosocomial, s'il est immunodéprimé, pas immunodéprimé, qu'est-ce qu'on fait dans les stratégies d'oxygénation, oxygène simple, VNI ou oxygénothérapie au débit nasal. Bon, ce qui est sûr, c'est que la pneumonie hypoxémiante chez le patient non immunodéprimé, c'est une mauvaise indication de la VNI. Le pneumothorax non drainé, parce que pneumothorax important, hein, si c'est un tout type de pneumothorax, ça peut se discuter, mais le pneumothorax non drainé, bah, le risque c'est de compléter le pneumothorax. Un patient qui vomit quand un syndrome occlusif, ne faites pas de VNI, c'est très mauvaise idée. Et le patient contentionné, et de manière générale, le patient qui est pas, j'ai pas le mot, qui est pas apte à participer à la VNI. Vous savez, la VNI, c'est quelque chose qui est pas passif, hein. Quand la VNI est faite de manière passive, bah, ça fonctionne pas bien. Il faut que le patient soit actif et apprenne à respirer et à se faire aider de la machine. Un patient contentionné, agité, bah, c'est pas une bonne indication de la VNI.
Il y a pas aussi, mais genre les milieux de soins non surveillés et les équipes non entraînées Ça, sur probablement, on pourra rajouter ça. Ouais. sur le plan organisationnel, ça peut être intéressant de mettre quelques contre-indications. Logistique. Exactement. La question suivante, donc, il y a les 5 moyens médicamenteux et non médicamenteux de traitement de prévention de nausées et vomissements. Pas si facile, encore une fois, de répondre à cette question, parce qu'il y a bien sûr bien plus que 5 moyens. Alors, la première chose, bien sûr, c'est la dexaméthasone, hein. Dexaméthasone à l'induction, c'est un des moyens les plus efficaces de la réduction des nausées-vomissements. Et les deux autres médicaments qu'on utilise énormément, qui sont le droperidol et l'ondansetron. Donc ça fait déjà 3 moyens. Alors pourquoi est-ce qu'on les a pas regroupés en un? Quand vous regardez l'intitulé, ils vous disent donner 5 moyens médicamenteux au pluriel et non médicamenteux. Donc ça sous-entend que vous devez citer plusieurs médicaments dans cette réponse. Et d'autant plus que c'est quand même les moyens les plus efficaces pour traiter et prévenir les nausées et vomissements. Dans les moyens non médicamenteux, alors, du coup, c'est plus des moyens de prévention que des moyens de traitement. Les traitements, on les a en première partie, c'est donc les parties médicamenteuses. Dans les préventions, on a pris, il y a beaucoup de choses. On a pris le parti de parler de l'anesthésie loco-régionale. Pourquoi? Parce que l'anesthésie loco-régionale, on incite énormément à faire de l'anesthésie loco-régionale, c'est quand même très à la mode. Et c'est une des raisons, les nausévomissements, de la pratiquer. Et puis, tous les autres moyens permettent l'éviction et la limitation des opioïdes et des halogénés. C'est-à-dire, si vous dites limiter l'utilisation des opioïdes, bah, en gros, ça parle aussi de l'évoque, ça parle aussi d'éviter l'AG. Euh, les autres petits moyens, la limitation de la durée de jeûne, mais ça, c'est beaucoup chez l'enfant, donc c'est un peu un truc de niche. L'hydratation, alors l'hydratation, il y a beaucoup d'études hein, sur le fait que le fait de faire un remplissage, tout particulièrement chez le jeune et sans comorbidité, ça permet de réduire les nausées et vomissements. Pratiquez-le d'ailleurs dans votre pratique clinique, hein. Mais sur les chirurgies courtes chez le patient jeune, essayez d'avoir un remplissage minimal par cristalloïde. Et puis l'éviction du protoxyde d'azote, mais le protoxyde d'azote, il va être interdit. Il est interdit maintenant. Il va plus y avoir protoxyde d'azote, donc ça va régler la question. Voilà, donc 10 questions, ça tapait un peu à droite à gauche dans tous les sens, l'anesthésie, la réanimation, c'était un peu l'idée de ce webinaire. Donc maintenant, on vous propose de passer à une phase de questions.